Eh bien, bonjour sur le plateau de Space TV et ravi de vous retrouver pour une nouvelle session dédiée à la filière porcine et à un thème donc, qui est en lien avec le thème de cette édition du Space qui est le coût de l'énergie. La question qui se pose, c'est comment faire face? Quel levier d'action peut-on activer avec ou sans investissement? Et c'est ce qu'on va discuter maintenant avec un enjeu énergétique important. Et je suis très heureux d'accueillir M. Kergourlet. Bonjour, M. Frédéric Kergourlet. Bonjour. M. Kergourlet est chargé d'études et de conseils sur la thématique des bâtiments énergie au sein de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne. Il est basé à Quimper. Monsieur Kergourlet, quels sont les grands enjeux et les grands défis finalement liés à ce coût de l'énergie actuellement en relation avec la filière porcine? Donc on observe en fait depuis un certain nombre d'années une augmentation régulière des tarifs de l'électricité. Alors il faut avoir à l'esprit qu'en production porcine, 75% de l'énergie qui est consommée, c'est de l'énergie électrique. Et donc il y a un enjeu fort de maîtriser ce coût de production finalement lié à la facture énergétique. Et si on retrace un peu l'histoire des tarifs de l'énergie, il y a une quinzaine d'années, en 2008, on était sur des tarifs de 6 à 7 centimes d'euros par kilowattheure. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, on est plutôt aux alentours des 20-25 centimes d'euros par kilowattheure. Ce qui fait que quand on prend un peu les références de consommation d'énergie, la référence moyenne de consommation d'énergie d'un élevage de porc, c'est 1000 kWh par truie présente et par an. Donc ça correspond grossièrement à peu près à de 200 à 250 euros par truie présentée par an. Et sur un élevage de 200 truies naisseurs engraisseurs, ça fait une facture de 45 000 euros au jour d'aujourd'hui, voilà, pour faire fonctionner en fait la ventilation, le chauffage, le système d'alimentation dans les salles d'élevage, ainsi que l'éclairage. Et tout ça, c'est hors fabrique d'aliments à la ferme et station de traitement. Donc 45 000 euros aujourd'hui. Quand il y a 15 ans, cette facture était seulement de 15 000 euros. Donc vous voyez bien l'enjeu. On a une augmentation significative des tarifs de l'énergie, notamment des tarifs de l'électricité, qui impactent fortement la production porcine. Alors, ce qu'on voit là, cet effet que vous décrivez, on est sur un temps long. Néanmoins, on peut se poser la question, est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que c'est structurel? Est-ce qu'on vous pensez qu'on va revenir, peut-être pas au prix d'avant, mais voilà, les mêmes questions qu'on se pose en tant que consommateur finalement. Donc, à mon sens, aujourd'hui, on est sur un enjeu qui est devenu conjoncturel, structurel, oui. excusez-moi, structurel, puisqu'on voit bien qu'on ne redescendra jamais sur les tarifs de l'énergie qu'on connaissait il y a une dizaine d'années. On le ressent également à titre individuel quand on est particulier et qu'on prend sa voiture, on se rend compte que le tarif donc de l'essence ou du gasoil ne cesse de monter. Et en fait, toutes les énergies sont tirées vers le haut au niveau des prix et ça se répercute également sur les tarifs de l'électricité. D'accord. Donc on retrouve finalement ce point-là. Donc cette nouvelle donne énergétique et électrique que vous nous indiquez, finalement, quelle alternative on a ou quelle solution, quel levier d'action on pourrait avoir face à cette flambée, en tout cas hausse régulière et structurelle des coûts d'énergie? Les leviers d'action en fait, sont multiples au niveau d'un élevage de porc. Alors, si je l'évoquais, on est sur une référence, on va dire, de 1000 kWh par true présentée par an. Et en fait, il y a deux postes principaux de consommation au niveau d'un élevage de porc. C'est la ventilation et le chauffage. 46% des consommations d'énergie, c'est du chauffage. 39% des consommations d'énergie, c'est de la ventilation. Donc déjà, on sait que à titre d'éleveur, je suis éleveur, aujourd'hui, je veux faire des économies d'énergie. Il va falloir que j'agisse sur le chauffage dans un premier temps et ensuite sur la ventilation dans un second temps. Ensuite, après, il y a un troisième poste qui est l'éclairage, qui représente 7%, mais qui est moins significatif en termes d'impact sur les consommations d'énergie. Et après, quand j'analyse un peu plus finement les stades physiologiques les plus consommateurs de mon élevage, le premier stade physiologique le plus consommateur de l'élevage, c'est le post-sevrage, voilà, parce qu'on a des animaux qui sont petits, qu'il va falloir chauffer. Voilà. Et on pourrait se dire, tiens, finalement, le deuxième stade physiologique, c'est peut-être la maternité, où j'ai des petits porcelets aussi. Mais ce stade physiologique qu'est la maternité est le troisième stade physiologique le plus consommateur d'énergie. Il y a un stade qui arrive avant celui-là, voilà, c'est le stade physiologique de l'engraissement, où là, en fait, on observe que 90% des consommations d'énergie en engraissement, c'est de la ventilation. Parce qu'un ventilateur va tourner toute l'année, quelle que soit la période de l'année. Il va tourner à un régime plus faible, notamment en hiver, et plus important, notamment en été. Et donc, on est sur des niveaux de consommation donc, importants. Donc, finalement, si je résume, il y a 3 stades physiologiques sur lesquels je peux agir pour faire des économies d'énergie au niveau de mon élevage. Sur le chauffage en post-sevrage,
sur le chauffage en maternité et notamment sur la ventilation en engraissement. On peut agir également sur la ventilation, sur les autres stades physiologiques, hein, mais voilà, si le stade physiologique de l'engraissement, gros consommateur d'énergie en lien avec la ventilation, est un levier d'action important au niveau de mon élevage. Alors, pour les particuliers, il existe aussi des logiques de consommation de jour, nuit. Est-ce que, on va en voir peut-être d'autres, mais est-ce que c'est pas déjà une idée un peu simple pour certaines machines, si on peut le faire, de décaler le fonctionnement de certaines machines, comme à titre particulier, des fois certains font les lessives la nuit. Est-ce qu'il n'y a pas des machines qu'on peut actionner la nuit plutôt que le jour? Oui, tout à fait. Alors après, sur la ventilation et le chauffage, quand il faut chauffer et ventiler, on ne peut pas décaler le fonctionnement des équipements. Par contre, sur d'autres équipements, certains éleveurs, par exemple, qui ont des fabriques d'aliments à la ferme chez eux, réfléchissent donc à un décalage donc, du fonctionnement de la fabrique, notamment pour éviter que la fabrique produise notamment le jour où on est en tarif donc heure pleine, et essayer de faire travailler un certain nombre d'équipements en heure creuse. Donc en effet, il y a cette notion de décalage donc de fonctionnement des équipements qui est possible sur certains équipements, mais pas sur tous. Alors on voit bien hein, par rapport à l'intitulé de votre fonction que j'ai indiqué en début d'échange que vous êtes spécialiste du bâtiment et de l'énergie. Comment est-ce que vous accompagnez les agriculteurs, les éleveurs, ou plutôt au niveau des OP? Il prend quelle forme cet accompagnement? Alors nous, on propose à l'attention des éleveurs ou des groupes d'éleveurs des formations où donc au travers des formations, on les invite c'est des formations de groupe entre plusieurs éleveurs. On les invite donc à venir à la formation avec déjà leur facture énergétique. On fait un point du coup sur leur niveau de consommation d'énergie. Le point zéro. Voilà, un point zéro. On les invite aussi à se positionner par rapport à une référence moyenne de consommation. J'ai évoqué les 1000 kWh par truie présentée par an. Quelqu'un qui serait à 600 kWh, on pourrait lui dire t'es pas mal, t'es pas trop mauvais, enfin t'es bon même plutôt. Et quelqu'un qui serait à 1200 ou 1300 kWh, on pourrait l'inviter à réfléchir à faire des économies. Et ce qui est assez intéressant au travers des groupes de formation, c'est que rien ne vaut un message quand un éleveur parle à un autre éleveur. Et on remarque parfois que sur des structures d'exploitation et d'élevage sensiblement identiques, on a des différentiels de consommation énergétique aussi qui peuvent être importants. Alors qu'on pourrait se dire, mais finalement, ces deux élevages sont identiques, mais on a des différences de consommation. Et donc, du coup, on invite les éleveurs à expliquer ce qu'ils ont mis en place chez eux. Et ce qui fait que du coup, il y a un échange et un dialogue aussi qui s'opère. Et un éleveur va pouvoir dire, moi j'ai mis par exemple une pompe à chaleur, un échangeur de chaleur. J'ai tout simplement revu mes températures de consigne, chauffage, etc. J'ai étalonné mes sondes. Et donc il y a un ensemble en fait de pratiques comme ça qui sont mises en évidence au travers de ces journées de formation. Et ça permet du coup à chacun donc d'évoluer après lorsqu'il retourne sur son exploitation. Donc on est à la fois à la frontière entre échange de pratiques, partage de pratiques, et puis également démarche de progrès un petit peu. Hein, ça c'est un peu, en tout cas dans l'esprit, ça me semble être ça. Est-ce que donc vous travaillez par exemple sur ce que l'éleveur peut changer dans la conduite de son élevage, c'est-à-dire ses pratiques vraiment au-delà de la machine elle-même, comment il l'utilise? Oui. Tout à fait. En fait, on va dire qu'il y a 3 étapes un peu pour progresser au niveau de la réduction, notamment des consommations d'énergie. Ce que j'évoquais, c'est déjà, j'analyse ma facture, je fais un tour aussi de mes bâtiments, je vois un peu l'état général de mes bâtiments, quel est mon système de chauffage, quel est mon système de ventilation. On va dire, on fait un état de l'art. Et après, je me pose la question d'agir sur mes pratiques au quotidien. Donc, c'est comme nous, à titre individuel, quand on quitte une pièce dans sa maison d'habitation, on a pris le réflexe d'éteindre la lumière. Il y a un certain nombre de pratiques qui peuvent être mises en place dans les élevages sur des actions au quotidien. Alors ça passe tout simplement par exemple par un étalonnage des sondes. Alors ça peut paraître assez dérisoire, mais la sonde, c'est l'organe qui va piloter derrière le chauffage et la ventilation. Donc si cette sonde est régulée, elle ne donne pas la bonne température, et quelque part, ça peut induire des consommations, des surconsommations en chauffage éventuelles, voire un dysfonctionnement de la ventilation. Donc il y a l'étalonnage des sondes, il y a tout ce qui est le réglage des débits minimums de renouvellement d'air. Dans un élevage de porc, sur un bâtiment correctement isolé, correctement ventilé, 20% des déperditions thermiques se font par les parois, c'est-à-dire c'est la toiture et les murs. Et 80% des déperditions thermiques se font par la ventilation. Parce qu'il faut toujours ventiler les salles d'élevage pour évacuer l'humidité émise par les animaux, le CO2, les différents gaz, etc., l'ammoniac. Donc on a la nécessité de ventiler régulièrement les salles d'élevage.
Et en ventilant les salles d'élevage, on évacue de la chaleur. Alors de la chaleur émise par les animaux, mais de la chaleur également émise par le dispositif de chauffage. Et donc vous comprenez bien que derrière, si on n'ajuste pas bien le débit de renouvellement d'air aux besoins des animaux, on peut surventiler. Et si on surventile, inévitablement, on va consommer de l'énergie. Voilà. D'accord. Et cet équilibre entre la ventilation et le chauffage, il y a aussi des réglages à faire pour qu'on ne ventile pas pendant qu'on chauffe. Enfin, voilà. Donc, comment ça marche cet équilibre finalement? En effet, quand un ventilateur accélère, c'est qu'il commence à faire trop chaud dans la salle. Et l'idée, c'est que du coup, le chauffage aussi se coupe le plus rapidement dès lors que le ventilateur accélère. Puisque s'il accélère, c'est qu'il fait trop chaud. Et en l'occurrence, s'il fait trop chaud, c'est qu'on n'a plus besoin de chauffer. Donc il y a un ajustement à faire pour optimiser derrière les températures de consigne chauffage et les températures de consigne ventilation pour éviter de surconsommer aussi de l'énergie. D'accord. Il y a beaucoup de bon sens quand même dans ce que vous me dites. Alors, vous amenez sans doute les agriculteurs à se poser des questions, à s'observer, agir, parce que par rapport à ce que vous me dites, alors les sons de réglage, ça peut être fait aussi par un expert, enfin je ne sais pas exactement qui le fait, mais ça peut être un peu technique. Concernant les fosses alésiées ou les préfosses, est-ce qu'on en voit donc soit enterrés, soit non enterrés? Est-ce que là, on a un gisement de performance énergétique meilleure par rapport à ça? Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, un bâtiment, tout ce qui est élévation, c'est-à-dire le mur qui part du sol sur lequel l'animal a ses pieds jusqu'au plafond, on va dire, ce sont des murs qui sont aujourd'hui isolés. Donc là-dessus, les bâtiments sont très bien conçus dans ce sens-là. Et ces murs-là reposent donc sur des préfosses qui sont en béton banché, dans lequel le lisier donc produit par les animaux sur les sols en caillebotis va tomber. Et ces préfosses, en fait, ont un coefficient de déperdition thermique beaucoup plus important que les élévations qui, elles, sont isolées. Et on remarque que une préfosse aérienne, par exemple, qui n'a pas pu être enterrée au moment de la construction, qui n'a pas pu éventuellement être talutée et qui ne serait pas isolée par l'extérieur, génère énormément de déperdition thermique. Donc c'est une voie de déperdition par ces préfosses aériennes, quoi. Enfin aériennes en tout cas, au-dessus du niveau du sol, quoi. Voilà, tout à fait. C'est une voie de déperdition et en plus on observe que ça peut avoir aussi un impact sur les circuits et les mouvements d'air à l'intérieur de la salle, puisqu'on a une paroi froide et on sait en général que l'air froid qui rentre dans une salle a tendance à longer en fait une paroi froide et arriver à des vitesses élevées, notamment au sol. Voilà. Donc il y a un côté économie d'énergie, mais il y a un côté aussi gestion de l'ambiance. Et donc on a tout intérêt à réfléchir à régler cette problématique des fosses aériennes. Gestion de l'ambiance et des flux par rapport aux bêtes, c'est ça, aux animaux aussi. Exactement. Alors là, on a vu finalement, vous identifiez des changements de pratiques que vous pouvez mettre en place. Vous l'avez dit, en collectif, on échange beaucoup. Et puis il y a quand même parfois les questions autour des investissements, des changements de machines. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement au-delà? On a une limite aussi au niveau de sa pratique. On peut être limité par son installation. Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que vous observez? Quels sont les leviers d'action en termes de changement de matériel et de possibles investissements pour réduire ce coût d'énergie? C'est vrai qu'une fois que finalement on a analysé sa facture, qu'on a fait un petit état de l'art de ces bâtiments, qu'on a commencé à agir sur ses pratiques au quotidien, après la dernière étape, c'est de se dire est-ce que je ne peux pas investir dans des équipements dits économes en énergie? Et là-dessus, il y a des solutions qui permettent d'investir. Alors, je vais commencer par la plus simple, l'éclairage. Donc, les LED, aujourd'hui, ont trouvé leur place dans l'élevage, mais l'éclairage ne représente que 7% des consommations d'énergie. Ensuite, si j'agis sur le chauffage, aujourd'hui, il existe une multitude d'équipements qui permettent de faire des économies d'énergie au niveau des systèmes de chauffage. Sur l'espace pour demain, notamment, on présente des solutions en maternité, avec la mise en place, par exemple, de nids à porcelets, qui permet de créer une zone de confort privilégiée pour les porcelets, avec une température de 34 degrés à la mise bas, par exemple, qui est la température de confort d'un porcelet à la naissance. Et on sait très bien que la température de confort d'une true en lactation, on est plus près des 18-20 degrés Celsius. Donc on a deux exigences thermiques différentes dans un espace restreint. Et le fait de créer un chauffage localisé, ça va permettre du coup d'avoir une ambiance optimisée pour les porcelets, mais aussi pour la truie, et d'éviter finalement de dissiper des calories dans la salle d'élevage et de concentrer le chauffage à un endroit, et en l'occurrence de faire des économies d'énergie. Donc très isolé, ou très ciblé, ce chauffage sur une zone bien précise. Voilà. Ça, on peut le retrouver également en post-sevrage.
Et après, il y a toutes les alternatives au chauffage électrique qui peuvent être mises en place dans les élevages par des systèmes de chauffage eau chaude. Voilà. Et en système de chauffage eau chaude, on peut avoir des dalles eau chaude, je vais prendre par exemple en maternité, où on va avoir un plancher chauffant tout simplement, où les porcelets vont pouvoir venir se réchauffer sur cette zone-là. Et dès lors qu'on produit de l'eau chaude, finalement, on s'ouvre la possibilité d'y adjoindre une énergie renouvelable. Ça peut être du chauffage au bois éventuellement qui va produire cette eau chaude. Ça peut être du solaire thermique qui produit cette eau chaude. On voit le développement sur certaines installations. Dans le hall 4 notamment, d'espace. Voilà, exactement, pour produire cette eau chaude. Ça peut être aussi la valorisation de l'eau chaude produite dans le cadre d'une unité de méthanisation. Oui. Ça peut être la valorisation d'eau chaude dans le cadre donc, des systèmes, donc, par exemple de type nénuphar, qui permet de récupérer le biogaz produit naturellement par une fosse à lisier, de brûler ce biogaz avec une chaudière et de produire en l'occurrence de l'eau chaude qui va être redistribuée pour chauffer les animaux les plus légers. Voilà. Ça peut être également la mise en place de pompes à chaleur. Aujourd'hui, la pompe à chaleur permet de produire de l'eau chaude avec des rendements intéressants. Alors, il y a l'aérothermie, où on puise les calories de l'air extérieur pour les transférer à un réseau de chauffage. Mais on voit aussi le développement, il y a eu un certain nombre d'installations en géothermie, où là, on va puiser les calories du sol, où on a un pool de calories relativement constant. Et on a également, par exemple, des systèmes innovants, comme la lisiothermie, où le principe est de récupérer les calories du lisier, voilà, produit par les animaux, au niveau de la dalle de la préfosse à lisier. Donc, par exemple, dans les stades physiologiques d'engraissement, où on a des animaux qui sont plus lourds, qui sont, on va dire, des animaux qui sont exothermiques, qui émettent de la chaleur. On récupère ces calories dans la dalle du lisier, c'est-à-dire qu'on a des tuyaux en polyéthylène qui sont coulés dans la dalle de la préfosse. Ces tuyaux en polyéthylène, il y a un fluide frigorigène qui circule à l'intérieur de ces tuyaux, qui va capter les calories de la dalle qui capte les calories du lisier et qui amène l'ensemble de ces calories vers une pompe à chaleur. La pompe à chaleur, sur un principe thermodynamique, transforme ces calories pour chauffer de l'eau. Et après, on redistribue cette eau sur les animaux, auprès des animaux, donc les plus demandeurs en termes de chauffage. Voilà. Tout à l'heure, on n'a pas évoqué les VMC. Il y a des VMC double flux. Enfin, il y a tout ce volet-là qu'on peut aussi explorer. Oui, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que je vous disais, sur un bâtiment correctement isolé, correctement ventilé, 20% des déperditions thermiques se font par les murs et la toiture, 80% par la ventilation. Donc finalement, on se dit il y a des calories à récupérer. Et sur le principe de la VMC double flux en maison d'habitation, aujourd'hui, on retrouve dans les élevages aussi les échangeurs de chaleur. C'est ça, ce même principe. Voilà, qui permettent du coup de préchauffer l'air neuf entrant en récupérant les calories de l'air sortant. Et je rebondirais, parce qu'on a évoqué sur le chauffage, sur la ventilation aussi, il y a des solutions qui existent avec le développement des ventilateurs économes qui permettent aujourd'hui, par rapport aux ventilateurs classiques, de faire à peu près 65 à 75% d'économie d'énergie par rapport à un ventilateur classique. Voilà. Et donc, selon la question célèbre, c'est comment ça marche? En fait, c'est de la commutation électronique. Alors, ce sont des ventilateurs qui sont dits brushless, c'est-à-dire qu'il y a une technologie qui permet de faire en sorte que l'ensemble de l'énergie qui est apportée aux bornes du ventilateur sert à faire tourner le ventilateur et on a moins de dissipation en fait, de chaleur. Voilà, c'est un peu sur le principe de la lampe LED. Autrefois, on avait des lampes à incandescence, enfin en poule. Qui dégageaient pas mal d'énergie aussi. Voilà, on mettait sa main, elle chauffait autant qu'elle éclairait. Aujourd'hui, vous mettez votre main près d'une lampe LED. Il n'y a pas cette chaleur qui est dissipée. C'est-à-dire que toute l'énergie qui est apportée pour la lampe sert à éclairer et ne sert plus à chauffer. Ce qu'on demande à une lampe, c'est d'éclairer et de ne pas chauffer. Ce qu'on demande à un ventilateur, c'est de ventiler et de ne pas chauffer. Voilà. C'est clair, c'est QFD. Alors, on voit bien, vous venez de le dire, crise de l'énergie, enfin, hausse des coûts d'énergie plutôt, et sans doute structurelle. Donc, est-ce que ça veut dire que dans le processus d'installation, cette composante énergie, choix énergétique, quand on fait aussi son business plan, ses investissements, ça devient une composante obligatoire, enfin, c'est-à-dire une des composantes importantes du dossier d'installation? Oui, c'est un élément qui est pris en compte dans la réflexion de projet, de tenir compte de cette problématique énergétique, de se dire finalement, je reprends peut-être un élevage, je regarde la situation des bâtiments, est-ce que les bâtiments sont bien isolés, quel est l'état des équipements, etc. Et dans le cadre de son projet, de se projeter peut-être sur des investissements à venir pour prendre en compte tout de suite cette problématique énergétique et peut-être pas attendre 10 ans avant de se lancer dans des investissements au risque d'avoir une facture énergétique qui explose. Donc en effet, c'est une prise en compte lors de réflexion dès le début. Installation, tout à fait. D'accord. Le mot de la fin, M. Kergourlet, par quoi je commence finalement
Je vous ai écouté, je me suis dit oui, il y a un vrai sujet, et puis je suis au point zéro. Je n'ai pas encore appréhendé trop. C'est quoi l'étape zéro de se dire, bon, par quoi je commence quoi, quand je réfléchis à ça. J'ai évoqué en effet, déjà la première chose, c'est d'être capable d'analyser sa facture énergétique. Bon, ça c'est une première chose, mais finalement la facture énergétique nous donne une quantité de kilowattheures consommés avec un montant derrière, hein, bien sûr, mais sur l'ensemble de la ferme. Sur l'ensemble de la ferme. Et après, l'idée, c'est de savoir comment se répartit cette consommation d'énergie sur l'exploitation. Et moi, ce que je conseillerais, c'est de réfléchir à la pose éventuellement de sous-compteurs qui permet d'identifier les stades physiologiques les plus consommateurs de son élevage et éventuellement les postes de consommation les plus consommateurs aussi de son élevage. Voilà. Et à partir de là, on identifie derrière les postes et on voit où est-ce qu'il va falloir agir et mettre en place les leviers d'action pour faire des économies d'énergie. Mais savoir ce que l'on consomme, c'est important derrière pour savoir comment agir et réduire derrière ces consommations d'énergie. Si je vais au bout de votre raisonnement, ce système de sous-compteur est aussi utile une fois que j'ai modifié mes pratiques pour mesurer le résultat. Voilà, tout à fait. On peut aussi finalement se dire, sur ce stade d'engraissement, j'avais mis en place ce plan d'action et je le vois dans les chiffres, j'ai réduit de tant de pourcents ma consommation. Tout à fait. Finalement, d'une bande à l'autre, on peut se dire, donc j'ai mis un sous-compteur, je consommais tant, j'ai fait évoluer peut-être mon système de chauffage ou j'ai revu mes températures de consigne. Au niveau des performances techniques, le résultat est le même, mais par contre, au niveau de ma consommation énergétique, j'ai diminué significativement ma consommation. Et du coup, on voit immédiatement l'effet positif des leviers d'action que j'ai pu mettre en place sur mon atelier. Merci beaucoup, Monsieur Kergorlet. C'est beaucoup plus clair maintenant. Donc, on résume une situation avec des coûts d'énergie élevés important structurellement, un phénomène qui s'inscrit dans le temps, qui est une réflexion à prendre en compte dès l'installation, ce que vous avez dit, une approche finalement un peu systémique de l'ensemble de l'élevage, mais aussi avec d'abord un point zéro qui soit un peu pertinent, savoir où j'en suis aujourd'hui, identifier les leviers de progrès, vous l'avez dit, à la fois sur les pratiques et puis éventuellement sur des changements de matériel d'investissement. Merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair maintenant. Merci à vous. Merci et bon space.